Bonjour, je m'appelle Odile Tremblay. J'étais critique de cinéma et chroniqueuse culturelle au moment de la sortie des Dangereux. Vous écoutez le balado des Dangereux. On sort de 2002, un film québécois peu fameux, puis on parle aux gens qui étaient dedans. On retourne en 2002, l'année où il y avait le Pepsi bleu, c'est le balado des Dangereux. Public de l'Internet, bienvenue à ce nouvel épisode du Balado des Dangereux. Encore une fois, le balado qu'on se dit, il va-tu finir une matinée? Et la réponse est non, parce que je finis toujours par trouver du monde qui ont des choses à dire sur les dangereux. Mais avant de commencer un épisode de mon balado, j'aimerais ça faire un petit mot très rapide pour le décès de Marc Messier. Vous avez été beaucoup à m'écrire. Je le sais qu'il était très demandé. C'était parmi les plus demandés avec Michel Charette et Richard Goudreau. Sachez que je l'ai toujours invité. Je l'ai invité 2 fois. Une première fois, je pense, en 2019 et la dernière fois, c'était l'année passée pour la spéciale Lancez compte. J'étais parmi le public. J'ai essayé d'aller voir Marc Messier. À toutes les fois, il a toujours dit non. J'ai toujours respecté sa volonté et j'aimerais ça offrir mes condoléances à la famille et aux proches de Marc Messier. Salut Paul Labelle. Sur ce, on commence ce nouvel épisode du Balado des Dangereux. Je vous ai un peu teasé sur les réseaux sociaux par rapport à mon invité avec l'emoji de navet. Et là, il y en a plusieurs qui me demandaient, mais c'est pourquoi un emoji de légumes racines? Vous allez le savoir dans quelques instants. Donc, mon invité a été critique cinéma et chroniqueuse culturelle au Devoir de 1990 à 2023, si je me trompe pas. Elle a été très critique du film à l'époque des Dangereux et je suis vraiment surprise qu'elle ait dit oui. Et avant de la présenter, j'aimerais remercier les éditions du Boréal parce que vous avez pas, t'as pas été facile à rejoindre. Odile Tremblay, bonjour. Ben, le Devoir, il vous envoyait pas. Mais je trouvais pas, j'ai pas essayé le courriel parce que je me disais, Odile Tremblay ne travaille plus. Il faut écrire au Devoir. Ah, ok. Bon, ben, mais les éditions du Boréal ont été super gentilles, vous ont transféré le courriel et j'étais comme, je lançais une bouteille à la mer, j'ai dit. Elle va te dire... Moi, je pensais que t'allais dire non, honnêtement. Puis là, je reçois un courriel. Oui, ça me dérange pas de problème. J'étais comme, wow, OK. Parce que à l'époque, t'as été très critique du film. Ben, j'ai été très critique du film. Je l'ai même qualifié de navet. Je trouvais ça très mauvais. Ça s'est fait avec les enveloppes à la performance qui, à l'époque, étaient controversées. C'était de l'argent qui était octroyé par Téléfilm Canada aux producteurs qui avaient eu un franc succès précédent. Là, donc, Louis Saya, après Les Boys, qui avait beaucoup marché, et le producteur, ont eu de l'argent comme ça, on peut dire, carte blanche. Fait que c'est ça. Dans le fond, les enveloppes à la performance, pour ceux qui connaissent pas ça, c'est apparu dans le début des années 2000 et ça servait à quoi, dans le fond? Ça servait à donner de l'argent à des producteurs qui réussissaient vraiment à des gros succès au box-office pour essayer d'autres choses? Oui, mais évidemment, les petits producteurs trouvaient ça moins drôle parce que les autres étaient financés d'office, ou à peu près, puis pas eux. Et ils mangeaient leur bas, ils grinçaient, on les encourageait. Enfin, il y avait comme une aristocratie qui s'était formée. Et puis, le peuple criait. Oui, le peuple et le milieu aussi. Le peuple des petits producteurs criait. Et les cinéastes aussi, évidemment. Donc, moi, comme chroniqueur, j'avais été aussi critique de ça. En fait, c'est le principe qui me dérangeait. Mais est-ce qu'il y a des bons films qui sont sortis de ces enveloppes-là ou ça a toujours été des films mauvais ou des nanars ou... Il me semble qu'il est sorti des bons films. Je sais que Denis Arcand pouvait en avoir. Il y a aussi des cinéastes qui étaient d'office... évidemment, il est en haut de la pile, là, et puis Xavier Dolan a été vite en haut de la pile. T'sais. C'est ça, mais Richard Goudreau et Saya en ont bénéficié, et c'est ce qui a donné Les Dangereux. Sans Les Boys, on n'aurait pas eu Les Dangereux, sans Les Boys, on n'aurait pas eu Les Dangereux. Est-ce que ça aurait été une bonne chose, selon vous, ou... Ben, moi, je considère que c'est raté. C'est le scénario qui à mon avis, cause vraiment problème. On peut dire, oui, c'est une parodie. Ils ont voulu faire une parodie. Et puis ça, je le comprends, tu sais. Mais à un moment donné, si t'attaches mal tes fils, si tu copies d'autres genres... Tu sais, comme par exemple, Amélie Poulain venait de sortir. Oui. Puis
la façon dont il présente les personnages secondaires, il les présente comme il était présenté ceux d'Amélie Poulain. Il a pigé partout, à des séries américaines, il a pigé, ce scénario-là a été écrit vite. Et puis, j'avais entendu avant d'y aller, donc, il y avait eu des problèmes aussi parce que ça avait été tourné vite puis qu'il fallait que certains improvisent. Justement, on va en parler. Ton plus vieux souvenir des Dangereux, ça remonte à quoi? C'est quoi le plus vieux souvenir dans ta tête que tu as du film Les Dangereux? Moi, je l'ai vu à la première. On n'avait pas eu de visionnement de presse. Et donc, on était avec toutes les huiles du cinéma, on peut dire les grosses têtes. Et puis, il y avait plein de vedettes là-dedans, tu sais. Véronique Cloutier, et Marc Messier, puis tout ce monde-là était là. Et puis, il y avait eu le succès des Boys en amont, donc il y avait quand même une odeur de liesse au départ. Et puis, les journalistes, donc, étaient dans la salle, mais pas ensemble. Et puis... Parce que d'habitude, vous avez de ce que je comprends, c'est que ça se peut que d'habitude, quand vous allez voir un film, vous avez un visionnement de presse, les journalistes seulement, puis c'est pas généralement la première que vous voyez un film? Généralement, on les voit dans des visionnements de presse, mais quand c'est des films plus commerciaux, il arrive, même pour des films américains, que ça soit juste à la première. La première, les films américains, évidemment, il n'y a pas les vedettes, mais ici, il y a nos vedettes à nous, là. Et puis, à cause de ça, c'est comme une fête au départ, mais... Le film se déroulait, on avait des problèmes avec, même ceux qui n'étaient pas des journalistes avaient des problèmes avec parce qu'ils ne voulaient pas répondre à nos questions, ils se sauvaient après. Les journalistes aussi, d'ailleurs, se sauvaient vite. Là. C'est ce qu'on peut comprendre dans l'article Purine Navet, c'est que les journalistes partaient très vite, puis vous avez fait une métaphore avec les lapins qui se sauvaient tout de suite dès que le film était terminé. Puis, mais c'est pas juste les journalistes, parce que j'ai parlé à certains comédiens, dont Didier Lucien, qui dit qu'il s'était endormi à la première pendant le film. Là. C'était pas le plus mauvais dans le film. Hein. Didier Lucien, il avait quand même réussi à camper quelque chose. Mais non, il y a beaucoup... on les voyait fuir. Et c'est toujours embêtant. J'ai vu ça aussi une fois pour un autre mauvais film québécois, là, quand les gens se sauvent après pour pas avoir à féliciter le cinéaste, les comédiens, parce que c'est ça qui arrive. C'est comme une première de théâtre. Tu sais, il faut que les gens s'expriment après, puis ils voulaient pas. Fait que, tu sais, quand ça se met à se clairsemer tout de suite après le mot fin, là, c'est qu'il y a un bug. Tu sais. Puis aussi, vous me parlez que dans les visionnements de presse, quand vous êtes en journaliste, est-ce que vous parlez plus de comment vous allez, enligner vos critiques que dans une première de film, ou non, vous parlez pas vraiment? On se parle pas vraiment, mais il peut arriver un cri du cœur là, tu sais, qui peut retentir. Mais dans une première comme ça, non, parce que pour ça que toute la théorie du complot qu'on s'était concerté, c'est presque impossible dans un cas de première avec les flaflas, là, tu sais. On n'est même pas ensemble, puis en plus, on écrit vite dans les quotidiens, on s'appelle pas au téléphone, puis on s'écrit pas d'email pour se dire « Coudonc, qu'est-ce que tu vas mettre dans ta critique? » Non. Mais c'est l'impression que certains artisans du film avaient, que vous étiez tous appelés, que vous allez dire « On va descendre le film parce qu'on est contre les enveloppes à la performance », puis... comme une dénonciation, puis parce que moi, ce que j'ai entendu, puis on allait y arriver plus tard, mais on va en parler tout de suite, mais ce que j'avais entendu, c'est que les critiques étaient tellement en colère contre les enveloppes à la performance et contre le fait que les Boys, ou Louis Saya et Richard Goudreau en profitaient, que peu importe le projet que Richard Goudreau allait faire après les Boys 3, il allait être descendu, peu importe ça allait être quoi. Moi, c'est la rumeur qui courait autour. Ça, c'est de la paranoïa, tu sais. Ah oui? Ben, certain. On n'aimait pas les enveloppes à la performance, mais je veux dire, c'est un bon film est sorti de là, on est bien content. C'est pas... non. Vraiment. Puis aussi, c'est pas vrai qu'on se téléphone entre eux. C'est pas vrai. On part pas avec l'idée antérieure de descendre un film. C'est après l'avoir vu qu'on le descend, ou qu'on le monte au pinacle. Quand on aime un film, même si on n'aime pas, par exemple, le cinéaste, pour des raisons X, on dit que c'est réussi. Puis aussi, une autre impression que j'avais en lisant l'article Purine Navet, c'est la critique des Dangereux, elle est minuscule. C'est genre 2-3 lignes dans ce premier article-là, parce qu'il est écrit en 2 parties, parce qu'il y a eu Dangereusement mauvais après. Mais j'avais plus l'impression que cet article-là critiquait
le système du cinéma, ou plutôt le monde du cinéma, plus que Richard Goudreau et Louis Saya. Est-ce que je me trompe? Non, mais cela dit, j'ai fait 2 papiers parce que justement, je voulais faire une critique à part, tu sais, et parce que je voulais pas tout mélanger. La chronique, donc, à ce moment-là, c'est plus une analyse du système, tu sais. Je voulais être équitable d'une certaine façon, même si j'aimais pas le film. Puis qu'est-ce que vous reprochiez au système à cette époque-là? Ben c'est ça, c'est l'histoire des enveloppes à la performance. OK, c'était juste ça, dans le fond. Ah ben oui, parce que sinon, tant mieux s'ils financent les films, tu sais. Puis pourquoi vous pensez que ça a duré aussi longtemps? Parce que les enveloppes à performance, dans mes recherches, ça a duré jusqu'en 2014-2015. Vous avez été critique, je pense, pas juste toi, mais le milieu de la critique cinématographique a dénoncé ça. Pourquoi vous pensez que ça a pris autant de temps avant que ça disparaisse, ces trucs-là? Ben, c'est parce qu'ils veulent du succès. Mais ils aiment le succès, tu sais. Il y a beaucoup de films québécois qui n'en ont pas. Parfois, c'est des bons films québécois, tu sais, mais qui n'ont pas de box-office. Et puis, c'est sûr que si un film réussit à avoir des recettes au guichet, là, tout le monde y trouve son compte dans la machine. Ça, je le comprends. C'est juste que c'est injuste pour les petits producteurs. C'est juste que ça n'encourage que les films commerciaux. Enfin, ou à peu près que les films commerciaux. L'autre question que j'ai, c'est... Je t'ai demandé de revoir le film 25 ans plus tard. C'était quoi ton opinion après l'avoir revu? Ben, je comprenais que c'était pas bon. OK? Mais évidemment, maintenant j'ai de la compassion pour les pauvres créateurs. Tu sais, je me suis dit, mon Dieu, ça n'a pas manqué. Mais c'est pas bon. Mais ça pourrait être vu comme un film psychotronique, là, tu sais, au second degré, pour l'absurdité de tout. Mais il y a des gens qui pourraient y trouver leur compte parce que l'action ne dérougit jamais. Ouais. Que ça n'aille aucun bon sens, ça n'a pas d'importance en quelque part. C'est qu'ils sont toujours stimulés. Puis, au fond, aujourd'hui, dans notre décennie 2020, c'est ça que les gens recherchent. C'est-à-dire un feu roulant d'action qui s'arrête jamais. Un feu roulant d'action. En tout cas, c'est beaucoup plus apprécié aujourd'hui. Ben, j'ai cette impression-là parce que quand j'ai fait quand Fantasia m'a approché pour faire un visionnement à 25e anniversaire, au début, j'étais flatté. Je pensais pas qu'il allait avoir personne. On était une 100-150 et on a vraiment eu du plaisir. On a vraiment vécu un moment vraiment, comme vous dites, un moment psychotronique avec tout ça. Puis j'ai l'impression que ce film-là, c'est pas fait pour être écouté seul. C'est fait pour être écouté en gang, puis vraiment en rire de bon cœur de l'absurdité de tout ça, puis des dialogues aussi, là. Ben, c'est ce que je pense, c'est que maintenant, il peut être servi au second degré. Psychotronique, ça veut dire, tu sais, que c'est tellement mauvais que c'est bon, tu sais. Et souvent, ça joue avec les années, là, tu sais. Au bout d'un certain nombre d'années, tout à coup, un film va devenir culte psychotronique. Mais c'est ça, dans le fond, un film n'est pas psychotronique à la base. C'est avec les années, on le regarde avec un autre œil, ce que t'as fait, et tu peux affirmer que il y a un certain degré d'amusement au niveau psychotronique que Les Dangereux a, qu'il n'y avait pas à l'époque. Ben oui, à l'époque, c'était juste mauvais, mais à mon avis. Mais aujourd'hui, c'est ça, toute l'histoire, que ça soit trépidant, là, mais sans arrêt, là, tu sais, ça n'arrête pas, là, les autres, là. Ça rebondit. Ça plaît beaucoup aujourd'hui. Donc, je crois que les gens peuvent trouver ça drôle, mais évidemment, en sachant quand même qu'il y a des gros problèmes, là, tu sais. Puis, qu'est-ce que, selon toi, aurait pu être amélioré quand tu l'as réécouté, là? Qu'est-ce qui aurait pu être resserré pour que ce soit un film qui soit passable? Mais passable, c'est le scénario, tu sais. Ah oui? Il y a le scénario parce que à un moment donné, c'est beau là, d'en mettre, là, mais il aurait fallu des fois qu'il y ait des liens un petit peu plus subtils, juste pour lui donner une certaine... pas honorabilité, mais tu sais, quelque chose de même. Puis aussi, je trouvais que Saya avait mal dirigé ses comédiens. Ils sont tous des caricatures. C'est sûr que quand tu es une caricature, bon, tu vas jouer à ton extrême, à ton pire, c'est clownesque, mais il y en a qui s'en tirent mieux que d'autres, là, tu sais. Puis on voit qu'il n'y a pas eu une direction d'acteur. Tant qu'à ça, en le revoyant, je me suis dit que Véronique Cloutier n'était pas si mauvaise. Puis qui tire le mieux là, son épingle du jeu avec ce revisionnement-là? Pierre Lebeau, Didier Lucien, tu sais. Je trouvais que quand même, ils étaient capables d'embarquer dans leur personnage. Ce que je veux dire, c'est qu'en quelque part, son rôle de méchant, il l'a bien joué, tu sais. Puis Didier Lucien aussi. Et donc, Marc Messier, en le revoyant, je me suis dit, il était pas si mal. Puis depuis Les Dangereux, il y a eu beaucoup d'autres films qui ont été faits, d'autres nanars québécois. Tu sais, on place
on place souvent dans les palmarès des pires films québécois Les Dangereux là-dedans. Est-ce qu'il y a pire que Les Dangereux selon toi? Il y avait Angelo, Fredo et compagnie. Oui, il y en a eu qui étaient vraiment mauvais. Puis aujourd'hui, ils sont un petit peu mieux structurés, les mauvais films. Ils ont plus de... Quand même, ils sont plus relus, à mon avis. Ah, à l'époque, c'était pas le cas. À l'époque des Dangereux, Non, c'était pas le cas. Je trouvais que l'histoire, le scénario, c'était moins important qu'aujourd'hui. Même pour les films vraiment commerciaux, c'est quand même, il y a des scénarios qui se tiennent un peu plus, même dans l'absurde, parce que ça, c'est l'humour absurde. Tu peux dire, on peut en mettre plein, mais quand même, il faut des liens qui font que, oui, il devient respectable un peu. Mais comme tu as dit en pré-entrevue tantôt, c'était vraiment un chèque en blanc qu'on avait donné à Louis Saya, puis dans le fond, Téléfilm Canada ou la SODEC n'a pas vérifié le scénario de ce que vous dites. Moi, ils sont obligés de le faire, oui. Mais d'après moi, ils n'ont pas accordé un œil très, très pointu au scénario parce que il aurait demandé de le réécrire. Et manifestement, ils ne l'ont pas fait. Puis, une autre chose que j'ai remarqué, c'est en lisant tous les articles que tu as faits sur le tandem Saya et Goudreau, je me rends compte que, tu sais, parce qu'il y a eu des lettres d'opinion qui ont été écrites par rapport à ça, qui disaient que t'aimais peut-être pas le tandem Saya-Goudreau. Mais moi, c'est pas l'impression que j'avais. C'est juste que j'ai l'impression que tu dénonçais, comme j'ai dit tantôt, ce qui représentait à l'époque, c'est-à-dire un virage du cinéma québécois vers quelque chose de plus commercial, plus axé sur la performance. C'est ça. Puis au fond, ça, vraiment, je bois ma coulpe, là. C'est des films de gars, tu sais. Pour une femme, j'ai pas la sensibilité des films de gars, tu sais, je m'en confesse. Là. Qu'est-ce qu'on veut dire par film de gars? Ça veut dire que c'est un film d'action, tout ça? Comme par exemple les Boys, OK? Oui. C'est vraiment c'est des gars, c'est la testostérone, c'est tout un univers masculin auquel une critique féminine va être moins sensible. OK, c'est ça. L'autre impression que j'ai en lisant les articles, parce que j'en ai lu vraiment beaucoup sur le cinéma québécois à l'époque, c'est que certaines personnes trouvaient que tu étais contre le cinéma populaire à l'époque. Est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation-là? Disons qu'il était plus gros à l'époque. Aujourd'hui, c'est un peu raffiné, le cinéma populaire. C'est quoi la plus grosse différence entre le cinéma populaire du début des années 2000, l'époque des Dangereux, et maintenant? Scénario. Il y a plus de gens qui passent sur le scénario? Plus de gens qui passent sur le scénario. Les acteurs sont quand même mieux dirigés. Il y a des répliques qui sont un peu plus fines. Tu sais, je trouve qu'il y a eu comme il y a beaucoup maintenant de films populaires, ils ont appris au long des ans, tout le monde a appris là, quand même à créer des situations qui se tiennent, à faire plusieurs prises, tu sais. Puis on attribue ça à quoi, cette amélioration-là des scénarios? À l'évolution. De toute façon, il y en avait de plus en plus de films populaires. Il y en a plus. Maintenant, c'est quasiment les seuls qui marchent. Donc, il fallait se les accaparer. Et puis, il fallait découvrir des écritures, des montages. Enfin, oui, je pense que des gens ont quand même travaillé ferme là, pour que le produit soit quand même... entre guillemets, de qualité. Mais en même temps, on a besoin des succès populaires si on veut faire du cinéma d'auteur aussi. Oui, on a besoin des succès populaires, mais maintenant, c'est juste ça dont on parle. C'est juste qu'il y a tout un pan du cinéma qui s'estompe. C'est que j'ai peur que dans 5 ans, maintenant, ça soit 90% juste des films commerciaux. Puis l'autre feeling que j'ai aussi, c'est... Vous n'étiez pas contre le cinéma populaire, mais plus contre l'idée que le spectateur baisse ses attentes parce qu'un film vise un public plus large. Est-ce que c'est une analyse qui a de l'allure ou qui sonne bien? C'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé? Carrément. C'est ça. C'est ça. C'est était l'autre, tu sais, c'est bête à dire, mais si je voyais que le cinéma d'auteur vacillait. Qu'on comprenait aussi peut-être le public pour des idiots qui allaient prendre qui allaient un peu prendre la purée qu'on leur donne pour faire un jeu de mots, là, tu sais. Oui, absolument. Mais c'est ce qui arrive. C'est ça à quoi on assiste en ce moment dans tous les secteurs, là, tu sais. Ce qui est un peu plus pointu a beaucoup de problèmes. Là. L'art plus pointu a beaucoup de problèmes, pas juste au Québec. Là. Pourquoi l'art plus pointu a des problèmes, selon toi? Il y a le système d'éducation, il y a toute la question aussi des réseaux sociaux, de la façon dont les gens communiquent.
la façon dont ils s'informent aussi. Tu sais. Et puis, finalement, puis aussi, tu sais, il y a des polarisations d'idées. Donc, la nuance, tout ce qui est un peu des zones grises, qui est dans les films d'auteur, mais aussi dans la littérature, au théâtre, ben, c'est évident qu'eux autres, ils sont menacés. Ça prendrait quoi pour raccrocher justement ce public-là à l'art plus pointu? Mais c'est difficile parce que c'est un mouvement mondial, OK? Donc, mais je pense qu'une société comme le Québec, qui veut sauver sa langue, qui veut sauver sa culture, qui est en Amérique du Nord, devrait se poser des questions. Je pense que l'anti-intellectualisme, OK, est de tradition au Québec. On vient de milieux populaires, beaucoup de monde, on est plus anglophone, là, qui avait le contrôle des grosses compagnies, là, aussi qui avait des traditions de mécénat et tout, et des traditions culturelles. Donc, on arrive de plus loin. Puis, au Québec, il y a une rancune envers les gens, les élites, ce qu'on appelle les élites. Il y a une rancune, mais alors que je pense qu'en ce moment, tout change, tout est en mutation, et qu'il faudrait réconcilier tout le monde. Puis comment on ferait ça? Ben, il faudrait détricoter des complexes de colonisés, d'abord. Et puis, il faudrait que chacun aille à la rencontre de l'autre. Ils le font beaucoup, tu sais, à l'opéra. Ils font, tu sais, il y a toutes sortes d'institutions qui font venir des auteurs plus populaires et puis ils jouent avec l'orchestre, tu sais. Donc, il y en a des maillages, OK? Mais oui, il faut en faire plus, mais aussi, il faudrait qu'on apprenne à se parler parce que l'heure est assez grave, tu sais. C'est sûr que l'heure est grave partout, mais tu sais, comme en France, ils ont quand même une grande, grande tradition, là, tu sais, culturelle, enfin... Bref, ils ont beau employer plein de mots d'anglais, leur vocabulaire de base est très riche, il demeure riche. Il n'y a pas de comparaison. À cause qu'on est petit, qu'on est à côté des États-Unis, que tout le Canada anglais, le reste anglophone, bon, ben oui, il faudrait qu'on se secoue. Puis vous avez parlé aussi tantôt du milieu scolaire. J'aimerais ça vous entendre. Est-ce que vous trouvez qu'on parle beaucoup de culture québécoise dans le milieu scolaire? Non, puis... il y a juste les enseignants qui ont déjà une vie culturelle qui vont transmettre la flamme à leurs élèves parce que c'est pas requis d'avoir des connaissances dans le domaine. La littérature, par exemple, ils n'ont pas tant de livres obligatoires au secondaire là, à lire. Et puis donc, si le prof n'est pas particulièrement intéressé, ça va se faire vite. Puis, il va arriver au cégep, à un moment donné, ils n'auront aucune formation de base, à moins d'être nés dans des milieux de culture. Et ce qui n'est pas le cas de la plupart des Québécois. Donc, oui, l'école devient absolument indispensable, puis ils sont mal pris. C'est sûr qu'il y a des écoles publiques qui sont, mettons, spécialisées en musique, ou dans des arts pointus, mais ça devient l'équivalent des cours privés, tu sais. Et je pense qu'il faudrait que les arts soient enseignés. Est-ce que vous pensez que le gouvernement et le ministère de l'Éducation ont une part de responsabilité? Est-ce qu'on devrait obliger, mettons, en secondaire 1, voir tel auteur, telle œuvre culturelle? C'est certain. Oui? Eh voyons donc. C'est bien sûr. Même les habitudes, de lecture, là, ça se forme en amont de l'âge adulte. Là. C'est difficile de se reprendre rien qu'au cégep. Si vraiment, ça n'a pas entendu parler avant, oui, c'est sûr. Si l'école a un rôle à jouer, eh bien qu'elle le joue. Parce que moi, je suis enseignant de formation, puis ça, c'est quelque chose que je dénonce beaucoup dans le milieu de l'éducation, moi, je suis enseignant d'anglais dans la vie, puis je trouve ça toujours désolant par exemple, je donne un exemple, c'est moi le passeur de culture anglophone / américaine / tout ça. Puis quand je veux présenter une œuvre comme, disons, Forrest Gump, je veux parler de ça, je veux parler des États-Unis, puis là, ils sont comme « Ah, je l'ai vu en français ». Tu sais, je trouve ça un peu dérangeant parce que je suis sûr qu'il y aurait plein de films, il y aurait Histoire d'hiver qu'on pourrait présenter, qui présentent le Québec, tout ça, mais on dirait que des fois, il y a un effort qui n'est pas fait de la part de certains... Je ne mets pas tous les mêmes enseignants dans le même panier. Je les mets pas tous dans le même... Il y en a qui sont formidables, là. Mais la majorité, là, disons, n'ont pas de formation ou d'amour pour la culture au départ. Donc, c'est beaucoup leur demander que d'arriver avec un livre ou poser un film ou, pièce de théâtre.
c'est plus tant des collèges classiques, là. Puis est-ce qu'on devrait revenir un peu plus vers Oui. quelque chose de... Oui? Puis comment on fait ça, selon toi? Ben, il faut le mettre ça dans le cursus. Vous pensez pas que les enseignants vont chialer en disant mon autonomie professionnelle? Ben, il faut qu'ils négocient avec les enseignants, mais je pense qu'il y a beaucoup d'enseignants, il y a une proportion importante qui seraient d'accord avec l'idée qu'il faut davantage inclure la culture au niveau primaire et secondaire. Puis l'autre chose aussi, c'est que c'est très difficile d'accéder à la culture. C'est-à-dire, je veux voir un film québécois, c'est compliqué, c'est... Pas tant que ça. Ben, des fois... Il y en a en ligne aussi. Oui, hein. oui, mais faut s'abonner, puis ça, c'est une autre affaire aussi. C'est des fois, faut s'abonner à des plateformes. Les institutions n'ont pas accès nécessairement aux plateformes payantes québécoises. Est-ce Non, que ça mais devrait? C'est vrai, mais mettons, est-ce que les gens vont sur le site de l'ONF qu'il y a des bijoux du cinéma québécois gratos à offrir sur YouTube, là, tu sais? Non, c'est vrai qu'il y a il y a des choses gratuites qui existent, mais il y a certains profs qui peuvent dire comme c'est difficile d'avoir peut-être des films plus récents, ou même des fois faire des sorties culturelles avec les coupures qui sont de plus en plus importantes aussi. Non, ça, l'histoire des sorties culturelles, évidemment, c'est scandaleux, là. Parce que si en plus des sorties culturelles, entre autres dans les musées, dans toutes sortes d'institutions, ils sont menacés. C'est que là, ça enlève toute la sève de la chose. Tu sais, moi, au Québec, on valorise le sport, OK, et pas la culture. Mais là, en ce moment, là, c'est encore plus, là, parce que même les téléjournaux, ils ont monté le sport puis caché la culture dans le fond. Donc, ça, ils n'ont même pas besoin, en quelque part, là, de faire à l'école, de pousser les jeunes. De toute façon, ils les poussent. Il y a des clubs de ci, il y a des clubs de ça. Mais ce que je veux dire, c'est que la culture, elle n'est pas poussée à la base, tu sais. Et donc, si on n'en parle pas à l'école, elle va pas germer. Alors que le sport est partout depuis qu'ils savent dire maman, papa. Là. Puis, est-ce que la culture devrait plus venir à l'école? Parce que, tu sais, comme c'est c'est ça. Oui. OK. Parce que je donne un exemple. Mettons, un film, amener des élèves à aller voir un film au cinéma, c'est compliqué, louer l'autobus, tout ça, nanana. On pourrait faire venir les films qui sont sortis dans les écoles, mais c'est compliqué, c'est que là, les cinémas ont une entente pendant tant de temps que le film peut être seulement diffusé là. Est-ce qu'on devrait être plus permissif? C'est-à-dire que ça, ça se négocie avec les gouvernements. Ça, si vraiment l'école décide qu'elle va proposer des œuvres, là, des films, par exemple, c'est des négociations qui se font avec le ministère de l'Éducation et puis les distributeurs. Ça, quand c'est dans un programme, après ça, tu négocies. Là, est-ce que tu penses que le Québec est fier de sa culture, le gouvernement est fier de sa culture? Non, je pense pas. Et puis, je pense qu'ils ne parlent jamais de culture, que quand il y a des campagnes électorales dans le fond du trou... Pourquoi elle est dans le fond du trou, tu penses? Parce que c'est pas considéré comme un ministère de premier ordre. Et puis, ça fait pas vendre, ça fait pas élire. Oh non. Puis aussi, c'est très rare que maintenant, là, que les chefs d'État au Québec, là, qui vont parler de culture, tu sais, juste des références. À un moment donné, François Legault mettait ses listes de lecture, il a arrêté, tu sais. Mais en gros, là, les références sont pas là. Il n'y a pas de cri du cœur, là, d'amour de la culture de la part de nos élus. Qu'est-ce qu'ils devraient faire, selon toi, pour améliorer ça, les élus et le gouvernement pour... Ils devraient aimer la culture. Ouais? Puis tu penses qu'en ce moment, on n'aime pas la culture. Pourquoi? Parce que c'est... C'est jugé élitiste, puis c'est très mal vu, l'élitisme. C'est sûr que le divertissement n'est pas jugé élitiste, mais toute culture qui n'est pas celle du divertissement est mal vue, puis je pense que c'est vraiment... Ça vient de notre culture, de la culture québécoise elle-même, qui a été longtemps coupée de lueur, là, tu sais, puis parce que les Anglais avaient pris vraiment les commandes, et puis qu'on était groupés autour du clergé. C'est aussi de la faute, beaucoup, de la religion catholique. Puis pourquoi on est encore justement dans ces carcans-là de religion, d'anglophone versus francophone? Pourquoi on n'est pas capable de s'en départir? On n'est pas capable. On n'est pas capable parce que c'est resté pris dans la gorge collective. Et il faudrait le regarder. Il faudrait apprendre à connaître son histoire. Il faudrait discuter. Il faudrait
comprendre aussi l'importance qu'a eu le clergé, là, qui était partout, puis le rôle qu'il a joué. Et puis, eux autres, ils parlaient contre les mauvais livres. Puis, tu sais, je veux dire, eux autres, pour la culture, là, les curés, ils ont encouragé juste le folklore, tu sais. Et... je dis ça, mais évidemment, dans les grandes écoles privées, là, ils enseignaient la musique, tout ça. Mais en gros, là, non. La religion catholique n'a pas aidé pour la culture. Tout ça, je trouve ça tellement fascinant parce que j'en parle avec des amis. On est beaucoup branchés culture québécoise. On trouve ça difficile. En ce moment, il y a beaucoup de discussions par rapport à la culture de... tout le monde veut essayer de ramener la couverture vers soi, les grands producteurs québécois, tout ça. On essaie de... On dirait qu'on va essayer de créer une plateforme où est-ce que tout est là, mais on y arrive pas. Pourquoi on y arrive pas? Pourquoi c'est difficile? Pourquoi tout le monde veut tirer sa couverture? Quand ça va mal, tout le monde essaie de tirer la couverture de son bord, OK? Puis à ce moment, on est dans une période de tumulte. Alors, tout le monde essaie de s'en sortir. Il y a des baisses de code d'écoute partout. Il y a des bons films québécois, ils gardent pas longtemps l'affiche, là, les films d'auteur, là. Donc, tout le monde essaie de se refaire, même au théâtre. Ils font des concessions. Tout le monde est dans une ère de concession. Et pour que on est dans une ère de populisme, puis qu'est-ce qu'on fait avec ce qui dépasse? C'est ça la question. Est-ce que c'est encore montré? Est-ce que ça va être encore enseigné? Ou est-ce que tout le monde veut jeter ça? Mais on va perdre des générations entières là, pour des connaissances, pour pouvoir faire aussi des liens. Parce que, au fond, là, avec il y a des crises aussi à cause que tout le monde est au numérique. Là, et tout le monde est sur son téléphone. Mais il y a aussi des crises climatiques, il y a des crises économiques, il y a des crises politiques. Tout est tellement en ébullition que tout vacille aussi. C'est ce qui est fragile vacille. Disons que demain matin, je nomme Odile Tremblay ministre de la Culture. Qu'est-ce que tu fais? Je me bats, puis ils vont me mettre dehors vite, là. Je vais voir le ministre de l'Éducation. OK. Et on lui dit quoi? Ben, je dis, écoute, on va s'organiser ensemble, puis... on dialogue, puis on instaure des nouvelles mesures, OK? Ça, je ferais ça. Après ça, je suis consciente que comme on dit, du tumulte moderne, là, je le sais qu'il y a des trucs qu'on ne récupérera pas, OK? Je le vois. Que ça me fasse de la peine ou pas, je le vois. Tu sais, quand je veux voir, maintenant, moi, j'ai été à Cannes longtemps, tu sais, 30 ans. Puis... je suis habitué aux films d'auteur de tous les pays, mais quand je vois qu'ils sont en salle ici, qu'on est 3 pelés, un tondu dans la salle, puis qu'ils ne gardent pas longtemps l'affiche, je vois qu'il y a tout un leg qui s'en va. Donc, si on revient au dangereux, OK, j'ai envie de te poser une question. Dans quelle mesure tu crois que les critiques comme toi, comme Marc-André Lucier, etc., ont joué un rôle dans le mythe que Les Dangereux, c'est le pire film québécois? Non, on avait mis ça à Angelo, Fredo et Roméo. OK. Oui, mais parmi les pires films. Ben, parce qu'on n'a pas aimé ça. On a trouvé ça mal bâti. Tu sais, comme une maison tout croche, là. On a trouvé ça vraiment que c'était mal construit. On a trouvé ça mauvais pour vrai, OK? Oubliez pas que c'était une époque où il y avait encore... une force au cinéma indépendant. Nos critères, si on allait dans les festivals, les critiques aussi sont quand même dans une bulle jusqu'à un certain point. OK? Mais la critique a changé, d'ailleurs. OK. En quoi la critique a changé? Elle est plus complaisante pour les films québécois. À ce point-là? Ben oui. Ah oui, c'est plus difficile de descendre un film aujourd'hui? Oui. Pourquoi? Ben, ils le font beaucoup moins. Mais pourquoi ils le font beaucoup moins? Parce que c'est un milieu qui est petit, d'abord. On les rencontre, les cinéastes. Il fallait être fait fort. Moi, il fallait que je sois un peu fait forte parce que j'ai croisé partout. En plus, j'étais aussi journaliste qui faisait du reportage en cinéma. Hein, fait que, bonjour, que tu croises tout le monde. Mais c'est aussi parce que il y a plusieurs critiques qui pensent sincèrement qu'il faut aider l'industrie québécoise. Et il faut pas faire ça? Ben, c'est pas notre rôle. Les distributeurs sont là pour le faire. Tout le monde est là pour le faire, mais c'est pas le rôle des critiques. Le rôle des critiques, c'est d'essayer de donner leur juste, mais évidemment, les ponts se coupent entre la critique et les gens. Soit si la sauce est trop diluée,
ils vont perdre leur crédibilité, les critiques. Puis si elle l'est pas assez, ils vont se faire accuser de snobisme. Les temps ont changé. On était beaucoup plus dur envers le cinéma québécois ou autre. Surtout québécois, parce que c'est là que ça va changer. Pour les autres, il y a un esprit critique plus fort pour les films étrangers ou américains, mais pas pour les films québécois. Donc, c'est vraiment pour le cinéma national. Puis, il y a beaucoup de... C'est incestueux comme milieu. C'est rien, un petit milieu de cinéma au Québec, à Montréal. Là, on n'est pas nombreux. Là. On finit par se mêler. On fait des entrevues avec ces gens-là. C'est vrai, mais tu sais, tantôt tu disais que la critique est de plus en plus complaisante. Je le remarque. Le meilleur exemple, c'est... Moi, j'étais un grand fan de l'émission C'est juste de la TV. Oui. Il y avait le réparateur et qui se permettait de critiquer la télévision québécoise quand ça ne fonctionnait pas, aussi américaine mais plus québécoise. Et ce prix-là est complètement disparu. Fait que je peux comprendre que tu dises ça. Ah, c'est passé de mode. C'est qu'au fond, il faudrait une redéfinition du rôle de la critique. Mais si elle se redéfinissait pour être moins complaisante envers le cinéma national, je pense qu'elle aurait aussi des gros problèmes puisque les temps ont changé. T'sais. Qu'est-ce qui a le plus changé en 25 ans? La définition des rôles. Des rôles. Ben, un critique, c'est un critique. Là, puis un cinéaste, c'est un cinéaste. Un producteur, c'est un producteur. Chacun fait ce qu'il a à faire. Un critique peut se tromper, hein, mais au moins qu'il soit sincère. Ça se sent quand ils ne le sont pas. Ah oui, ça se sent? Moi, je le vois parce que j'ai exercé la fonction longtemps. Puis ça se sent comment? C'est le choix de mots? C'est... Il patine. Ah ouais? Ça se voit tant que ça? Ben, moi, je le vois peut-être parce que j'étais dans la profession, là, tu sais. C'est évident que pour moi, c'est facile de voir qu'est-ce que quelqu'un a fait pour s'en sortir. Est-ce que c'est pour ça que maintenant, tu as décidé de prendre ta retraite? Ou... Non, j'avais 1000 raisons. Mais ça en faisait pas partie, que le milieu de la critique a changé? Non, parce que j'étais surtout chroniqueuse à la fin. Puis pourquoi tu avais arrêté de faire de la critique? Est-ce que c'était parce que c'était rendu trop difficile? Ben, j'en faisais à Cannes. Okay. Tu sais, quand j'allais dans les grands festivals, je faisais de la critique. Mais il y avait quelqu'un qui était en charge de la critique. Je ne pouvais pas tout faire non plus. J'avais deux chroniques par semaine. Ouais. Dans tous les secteurs culturels. À un moment donné, il faut choisir. Puis une autre affaire aussi que je fais souvent, c'est que moi, quand je fais quelque chose de très niché, c'est-à-dire parler des dangereux, puis quand j'en parle à des gens autour de moi, que je parle du film des dangereux, tu sais, je dis tout le temps, ah, ouais, c'est un des pires films québécois, je peux pas croire que non, t'écoutes ça, t'aimes ça, tout ça. Puis je leur demande, est-ce que tu l'as vu? Et je dirais 3 personnes sur 4 l'ont pas vu. Ben non. Il y a une mauvaise réputation. Ça s'appelle une mauvaise réputation. Oui, mais est-ce que les critiques ont un blâme à avoir sur le fait que les gens ont pas été voir le film? Oui, mais c'est pas le rôle de la critique de vendre d'étiquettes. Il faut oui, mais à l'époque, il y avait un certain pouvoir de la critique. Oui, même s'ils ont du pouvoir. C'est pas la fonction. C'était pas à nous à faire ça. C'est vraiment... c'est le rôle des distributeurs qui mettaient de la publicité. C'est aussi... Il y avait des têtes d'affiche dans ce film-là. Les gens pouvaient y aller juste pour les voir. Mais il y en a eu de la publicité. Il y a eu un making-of qui a été fait. Et si je me trompe pas, le making-of qui a été présenté 2 semaines avant la sortie du film avait eu 1,2 million de codes d'écoute. Mais c'est ça. Donc eux autres, ils ont fait leur travail, mais c'est pas le rôle de la critique d'être un distributeur puis de faire rouler le commerce. C'est pas notre rôle. C'est ça que je pense. Moi, c'est ce que j'ai pensé depuis le premier jour où j'en ai fait. Puis est-ce que tu penses que la réputation des dangereux, elle dépasse le film lui-même au point que la réputation soit devenue une barrière qui empêche les gens de voir le film? Je pense qu'on est plutôt dans le psychotronique maintenant, que la seconde vie va être d'ordre psychotronique. Est-ce que tu penses qu'il va avoir une seconde vie ou... Ben là, tu le fais un peu... Oui, il y a moi qui le fais, mais est-ce que tu penses qu'il pourrait être un jour déterré comme un fossile, que c'est comme un artefact? Ben pourquoi pas, tu sais. Peut-être que les gens vont trouver, c'est sûr que c'est pas si mauvais que ça, dans le sens que ils sont beaucoup plus habitués qu'avant à voir des films qui pétaradent. Est-ce que Odile Tremblay trouve que c'est pas si pire que ça après l'avoir vu, 25 ans plus tard? Ben c'est pas ce que je pense. Moi, je trouve pas que le film est bon, mais je trouve que
il roule tellement vite qu'il peut atteindre les sensibilités contemporaines. Puis en terminant, ce serait quoi ton mot de la fin? Pour la dernière affaire que tu dirais à propos des Dangereux, puis après ça, on n'en parle plus, on passe à d'autres choses, ça va être terminé, final bâton. C'est marqué d'une pierre blanche dans notre cinématographie, parce qu'il y a un basculement aussi. Ça avait commencé avec les Boys, là, sérieusement, là, mais vers d'autres types de cinéma que le cinéma indépendant qui avait longtemps prévalu. Donc, c'est un point de bascule dans quel sens? Ben, c'est qu'on est parti vers quand même vers le cinéma populaire plus. Il y en a toujours eu, là, mais disons qu'il y a eu des croisées de chemin là, dans ces années-là. Pour le meilleur ou pour le pire, cette croisée des chemins-là? Mais moi, je préfère le cinéma indépendant, personnellement, si tu veux mes goûts. Là. Mais ça s'est fait aussi au cours de la décennie 2010. Là. Aussi, là, il est apparu les choses qu'on ne pouvait pas dire, que les gens ne pouvaient pas montrer, dire en plus. Là, genre des mots, faut faire attention aux minorités, les femmes. Bon, ça, c'est apparu aussi dans le cinéma comme partout. Hein. À l'époque des Dangereux, dans ces comédies-là, il n'y avait pas de garde-fou. C'était encore un cinéma de gags, là, plus ou moins bon, là, puis de stéréotypes aussi. Oui. Quand on regarde les Dangereux, c'est sûr que c'est des stéréotypes. Mais quand même, Véronique Cloutier, là, elle joue quand même une femme forte. Ça, c'est... Malgré le fait qu'elle soit kidnappée, c'est vrai qu'elle a un rôle de femme forte. Tout le long. Ben oui, c'est vrai. Odile Tremblay, merci de t'être prêté au jeu du balado des Dangereux. Ça m'a fait plaisir. Vous avez écouté le balado des Dangereux, un concept pensé, animé et produit par Marc-André Roy. L'habillage sonore a été réalisé par Dominique Hamel. Pour ne rien manquer des tout derniers développements du balado des Dangereux, rendez-vous sur la page Facebook officielle de l'émission. C'est le balado des Dangereux.